Et bonjour à tous et bonsoir pour ceux qui nous écoutent un peu plus tard. Bienvenue dans l'épisode 4 de Red Zone Chronicle. Aujourd'hui avec mon co-host, partenaire Crazy. Ça va mon gars? Yes, ça va quoi? Ça Tranquillement? va, hein. On est là. On est là, Ça on est là. se passe. Ça se passe. Yes, Bobo yes. était occupé. Raison professionnelle tout simplement. Donc à nous, le charbon. À nous de l'épisode 4. On commence à voir des choses intéressantes en élite. Il y a des choses, en tout cas d'un point de vue purement stratégique, il y a des choses qui se confirment, il y a des choses qui changent. On a vu des changements intéressants sur le match, sur le système offensif de Marseille comparé au week 1. Il y a eu pas mal de matchs en retard, avec notamment des reports et des trucs comme ça, donc ça fait que c'était un petit peu tricky jusqu'à là, mais en tout cas pour cet épisode 4 là, on a eu une journée complète d'élite. Donc on va analyser ça, on va vous donner comme d'hab quelques clips, quelques clés, et puis force à vous tous pour la suite. N'hésitez pas, c'est vrai que des fois on n'a pas l'occasion, mais si vous avez des questions ou des choses comme ça, n'hésitez pas soit dans les commentaires sur YouTube ou alors sur Insta, si vous avez des fois des précisions ou des choses, vous voulez qu'on étaye un petit peu plus. Hésite un peu parce que on va le faire. Hésite sinon, parce qu'après ça va être un peu... Non, mais c'est vrai que des fois, peut-être s'il y a des propos que vous n'avez pas forcément compris ou des choses que vous aimeriez qu'on rentre un peu plus dans les détails, je pense notamment au RPO ou ce genre de choses-là, ou les blocs sur la ligne. On a vu aussi qu'il y avait pas mal d'engouement sur justement l'aspect défensif. On a vu aussi qu'il y avait justement... on avait eu des bons retours par rapport à ça, donc n'hésitez pas, on est là pour vous aider à comprendre un petit peu plus les détails. Donc on est parti sur on va tout de suite dans le vif du sujet. Marseille contre Aix, game intéressant, et on va voir ce que ça donne. À toi l'honneur. Mais en fait, sur ce jeu-là, on aura une motion des stars. On en avait parlé avec les Grizzlies dernièrement. Et ce que je trouve intéressant là-dessus, c'est la manière dont c'est joué défensivement. Autant on peut voir au départ que le gars il est en retard dans sa réaction, parce qu'il est en train de communiquer et demander, on peut le voir à sa ligne comment est-ce qu'il doit réagir, qu'est-ce qu'il doit faire et compagnie. Donc, probablement quelque chose qui n'a pas été vu au préalable. Mais autant par la suite, l'angle qu'il prend, la vitesse qu'il met, je pense que c'est ça qui fait la différence. C'est que du début, à partir du moment où il se rend compte du fait qu'il est en retard, en réalité, il court à plat, full speed, en anticipant le tracé le plus dangereux, dont on avait parlé justement dans des épisodes précédents, et qui est le flat justement là-dessus. Donc forcément, sur une motion dans la ligne, où on va demander au gars on a une manne derrière, donc il n'y a personne qui est là pour récupérer le joueur, c'est plus compliqué à récupérer, c'est le flat, c'est celui-ci. Si on peut voir que l'autre bien été joué, après le receveur ralenti et le quarterback ne réagit pas forcément le plus rapidement possible. Mais en termes de réaction, on ne peut pas faire mieux dans la situation par rapport à la qualité. Je pense que c'était intéressant à voir parce qu'on l'avait vu, comme je disais, face aux Grizzlies qui jouent beaucoup de ça. Et aux possibilités que ça donne. Si j'ai la capacité justement de faire en sorte que mon DB, corner safety, réagisse à ça, là je peux me permettre de jouer mal. Là, si je suis capable de faire comprendre ça à mes joueurs, là je peux me permettre de jouer mal. Après, le danger à ça, c'est bien sûr d'avoir un tracé Texas compagnie qui là vient tuer tout ça, mais dans l'idée, je trouvais que c'était intéressant dans les possibilités. Est-ce que ça ouvrait? Même si je suis pas sûr que c'est travaillé, que je pense que c'est vraiment juste un jeu du joueur, clairement juste athlétique. Et compagnie. Ouais, Parce que après, là, on le voit pas, mais on est encore en première et 10. Je pense, tu vois, c'est un peu un change-up du côté de la défense. Tu regardes, il y a pas de safety en top. On est clairement sur un full house. Là, on voit 1, 2, 3, 4, 5. T'as 5 gars sur la ligne. T'as les deux backers qui réagissent à la motion. Donc ça, c'est intéressant. Je vais structure dans la structure. Ça c'est en général dans le West Coast Offense, on est sur des sprint out. Tu vois, je te dis, ils étaient là les changements dans le système offensif de Marseille. C'est qu'ils étaient passés de quelque chose de assez basique, spread offense week 1, et là ils ont permis à leur QB, qui est un QB athlétique et
qui est vraiment un bon QB français. Moi, je pense qu'il fait partie des meilleurs, en tout cas, QB français et qu'il a tout le potentiel pour justement permettre à Marseille de gagner des matchs et a fortiori de gagner un championnat. C'est juste, il faut lui donner les clés de l'attaque et lui permettre d'utiliser justement ses habilités athlétiques, et c'est ce qu'il fait bien. Petit, il y a toujours des bémols, hein, bien évidemment. On est pointilleux dans les analyses, et on est assez critique là-dessus. Comme je dis, on est sur le H de gauche. On voit ici un tight end off. On voit un receveur ici on the line. Tu nous as parlé juste avant de ce joueur-là en motion, d'accord. On a en plus un running back. Donc en fait, si on regarde à ce moment-là précis au point d'attaque, bah écoute, ici on est, si tu veux, on est pas mal parce qu'on est 4 contre 3. Tu vois, tu reprends ici, tu as ton 1, tu as ton 2, tu as le 3 et tu as le 4. D'accord. Versus 1, 2, 3 et le quatrième qui lui est complètement en retard. Donc, ce qui va être important pour la suite de ça, c'est justement sur ces sprint out. C'est ça, il faut réagir très très vite. L'écart, il a été créé là, tu vois. La balle, elle doit partir tout de suite sur le numéro 2 ici, tu vois. Parce que ce que fait bien le wide ici, c'est qu'il clear, tu vois. Le truc qui est un petit peu plus tricky, c'est le tight end qui vient de l'intérieur. On va le remettre ici. Mais on a le tight end off, tu vois, qui lui prend une espèce de arc release, mais monte vertical. D'accord. Tu vois, et on voit qu'il va courir un tracé corner. Donc on est typiquement sur comment dire, on est typiquement sur un flood, ouais, tu vois. On veut 3 niveaux, on a un deep, un ici qui irait plus un peu dans le corner, et là on irait plus un niveau dans le flat. C'est une très bonne chose. Je pense que dans l'exécution, il y a des choses qu'on pourrait mieux faire, et surtout le flat du numéro 2, tu vois. Parce que ce qui se passe, et les joueurs quand ils courent leur tracé ont tendance à oublier, c'est que quand tu cours et que tu regardes ton QB, tu sais plus où tu es sur le terrain. Tu vois, si tu driftes, tu driftes ton tracé. Le fait d'avoir drifté son tracé ici, le numéro 2, bah justement permet aux joueurs d'être plus patients et de réattaquer, tu vois. Donc si on regarde à ce moment-là, après comme encore une fois, on va pas rentrer parce qu'on connaît pas les concepts de chacun, etc. Nous, on analyse une situation à un moment clé. Mais si on regarde ici le spacing, là, entre ces 3 joueurs-là, bah, c'est compliqué pour un QB mobile de venir trouver cette fenêtre-là. Et on l'a vu, hein, il l'a fait plusieurs fois dans le match et il l'a trouvé. Mais ça reste des dangerous throws, comme on dit, et c'est des lancers où tu reviens un peu à contre-courant, et en général, c'est ceux-là qui se font intercepter. Donc dans l'idée, ce qui aurait été plus intéressant, ça aurait été que le numéro 2, du coup, exact, qu'ils inversent leur tracé. Ouais. D'accord. En gros, c'est le flat. Exactement. Donc en fait, ce gars-là, quand il vient en motion, de le faire ralentir et de le faire pousser ici dans le corner. Ce gars-là aurait toujours le clear. Et celui-là, d'avoir un léger délai pour justement contenir cette extra pression et venir lui release dans le flat. Ce qui permet au QB, si tu veux, à ce moment-là, quand il va roll, parce que c'est ce qu'il va faire, hein, il va prendre la balle et il va essayer de sortir ici, d'avoir, allez, on va dire 1 seconde, 1 à peu près, un délai du tight end, plus l'extra protection du running back. Et ça peut même, parce qu'il ne faut pas oublier que là, on est en couverture 0. Hein. Donc, s'il a cette petite seconde de plus, de venir chercher ici son go-to guy sur un big play. Pourquoi pas un touchdown. Mais sauf que là, on voit que dans la conception des tracés, eh ben, le 42, qui release inside, plus on se retrouve avec le running back ici à devoir potentiellement bloquer 2 gars. Ce qui fait que le QB automatiquement, il perd du temps sur ses pas, dans sa profondeur. Et là, il a tout de suite, tu vois, quelqu'un. Alors même, c'est dit, techniquement, la balle, elle doit sortir plus vite. On doit rouler beaucoup plus à plat.
justement, utilise ton speed, roule plus à balle et viens lancer, et viens lancer la balle. Et là, je te dis, ce gars-là, la balle, elle est, on va dire, si tu la mets dans une zone, t'es même pas obligé d'aller si loin que ça, tu vois. Mais si tu permets à ton gars de venir chercher la balle dans cette zone-là, ben, ce joueur-là ne fait jamais le jeu. En tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant. D'ailleurs, c'est vrai que ce qui était intéressant sur le jeu que tu as désigné tout à l'heure avec le numéro 2 qui jouait le corner, deux choses que ça aiderait. Je pense que ça aiderait au niveau du fait que là, dans ce cas-là, pour le joueur en retard, jouer full speed dans l'angle, c'est plus risqué parce qu'il risque de casser mon angle en jouant la profondeur devant. Et en plus, le fait que le tight end joue le flat et ralentisse la pression du DN, c'est vrai que ça demande techniquement, pour le DN, ça demande beaucoup plus de travail, parce que ça demande de prendre le chip block et de jouer le rollout par derrière avec un running back qui va venir déranger. Donc c'est vrai qu'au niveau développement du jeu, si le quarterback est mobile, ça demande au DN forcément de jouer beaucoup plus à plat, donc de pouvoir être beaucoup moins agressif. Donc ça laisse forcément plus de temps au jeu de se développer. Mais ouais, non, c'est... Il y a des belles possibilités, justement. Après, je le dis, nous, on analyse le jeu à l'instant T et on donne des potentielles idées de développement. Mais ça reste encore une fois, ça reste un gros jeu. Un gros jeu, c'est le numéro 20, les chaussettes blanches, chaussures rouges, là, mais ça reste encore. Ça reste il a très bien réattaqué le jeu. Potentiellement même être un pick six en vrai de vrai, hein, tu vois. Là, on voit qu'il rattaque main gauche. Il vient. Si tu viens mettre tes deux mains, je pense que tu as une chance de faire un giga gros jeu. Et puis là, c'était la mauvaise main pour attaquer. Il y va avec la main gauche typée. Ouais. Donc si admettons il se craque et que le 2 catch la balle, dans tous les cas il est cuit. Mais des fois c'est ça. Il a pris son shot. Mais il y a encore, on voit que quand même dans le placement de la balle, il y a encore de l'espace jusqu'à la sideline. Donc, après, c'est aussi connu que les balles les plus dures à lancer sont souvent ces balles-là, justement, sur l'extérieur, qu'on va vraiment zipper juste avant à la sideline. C'est ça, mais si justement, si Marseille sont revenus, tu vois, sur un système un petit peu différent, où ils ont built-in un peu plus autour de leur QB, bah, ça va demander un peu de temps d'ajustement, c'est normal. Donc je pense qu'on verra une meilleure version du QB de Marseille avec ce genre de jeu-là sur, je pense, les prochains games. Défense marseillaise. Yes. On est sur l'infini, on va dire. Donc c'est difficile à jouer. Ce que j'ai aimé là-dessus, troisième et 13, ouais. Le troisième infini pour dire que c'est troisième et on va faire ce qu'on peut, quoi. Mais ce que je trouve intéressant là-dessus, c'était le jeu du linebacker. Parce que je trouvais le placement des yeux n'est pas parfait, mais le placement des yeux est bon. C'est-à-dire qu'on peut voir qu'au début, la chose qu'il regarde, c'est qu'est-ce qu'on fait mon numéro 1 et mon numéro 2. Même si sa responsabilité première devrait être le numéro 3, savoir ce que font les deux, ça lui permet de réagir et d'avoir ce pas où il va re-square juste une demi-seconde, assez pour éliminer cette fenêtre-là. Là, à ce moment-là. Donc, le re-square pour éliminer cette fenêtre-là, ça aide tous ces gars qui sont derrière, parce que justement, si on regarde, lui a hésité à un moment à attaquer. Le DB qui justement est censé jouer la profondeur a eu cette hésitation. Avec cette confiance sur son backer et sur le fait que ce backer-là soit capable d'interdire entre guillemets la fenêtre au quarterback, ou du moins de la squeezer au point où Edge il soit obligé de lancer juste seulement ici, après réaction, donc là c'est bien plus tard, mais avec cette hésitation qu'on peut voir ici à ce moment-là, ce pas-là, fait que cette fenêtre-là, elle est compliquée pour le quarterback qui peut lancer seulement ici à ce moment-là. En anticipant et en espérant que son gars s'ajuste et compagnie. Il libère pour lui les possibilités et qu'il donne la possibilité de ne pas forcément être aussi agressif, parce que dans ce cas-là, en troisième et longue, on veut garder la profondeur, on veut être beaucoup plus patient. L'inverse, en termes de réaction, ça aurait été les yeux sur lui, se faire justement attirer à ce moment-là. Donc au lieu de ce moment-là de re-square, voir le flat et les yeux vers le quarterback, et de se faire attirer ici. Donc au lieu d'être ici, il va se décaler 2 yards de plus bas, ce qui aurait créé justement la fenêtre ici, à ce moment-là, pour le quarterback. Une fenêtre de tir ici, pour essayer d'aller gratter. Peut-être pas les 13 yards, mais un bon 8 facile. Un bon 8 facile. 8 à 10 facile. Donc je pense que là-dessus, on rejoint le linebacker, et par la suite, deuxième enjeu par la suite, je pense que c'est le fait d'être capable, en plus de ça, même si c'était pas forcément nécessaire, de rattaquer à ce moment-là le jeu, vraiment jusqu'au bout.
Et je pense que là-dessus, c'est plus au-dessus du jeu, purement faire le jeu. Je pense que mentalement, c'est un gros jeu. C'est-à-dire que même, parce qu'en soi, là, à ce moment-là, il a 0 gain. Le jeu, il commence sur la ligne de scrimmage, donc à ce moment-là, si la balle est catchée, il n'y a pas de gain. Mais mentalement, montrer au receveur, au quarterback, à l'attaquant, mais même au cordeau, à l'équipe en général, toutes les balles qui sont lancées, où qu'elles soient lancées, on sera là, et que où que tu regardes sur le terrain, et même on va pas rester du terrain, mais où tu regardes sur le terrain, il y aura toujours un joueur sur un joueur. Ça joue sur les possibilités de développement au niveau de ce qu'on donne comme possibilité à l'équipe d'en face. Et donc ça demande d'aller chercher beaucoup plus profond dans le cahier de jeu, et c'est ce qu'on veut. On veut te forcer à faire des choses que tu veux pas faire. Tu rentres dans la tête du QB aussi dans la prise de décision, c'est intéressant. Hein. Exactement. J'aime beaucoup la réaction, je te dis la réaction là la réaction du 33 où tu vois il vient mettre la main là, tu vois il vient mettre sa main gauche sur la hanche gauche, à l'inverse justement du jeu avant avec Oui, exactement. il a une main qui vient sécuriser le plaqué et il a l'autre main qui vient jouer la balle. Vraiment, c'est dans les fondamentaux. Ouais. C'est ça, ce qu'on disait tout à l'heure, à l'inverse, sur le jeu précédent, il avait cette main gauche qui était jetée devant, et donc cette main droite qui, entre guillemets, était inutile. Là, il a justement utilisé cette main droite pour jouer le ballon, et cette main gauche pour sécuriser en cas de catch, plaqué. Et même, comme on dit, même si c'est pas un jeu qui, là, maintenant, il aurait fait quelque chose avec ce jeu-là, mentalement, comme tout, hein, comme le fait de jouer la balle jusqu'au bout, finir, entre guillemets, sur le joueur et compagnie, c'est des choses qui, au cumul d'un match, mentalement, ça fait lancer du violon. Pour un attaquant qui, déjà de base, se dit que j'aurais peut-être, disons, moi, 5 balles dans le match, sur 5 balles, sur les 3 premières balles, que ce jour-là, je suis à 1 mètre de lui sur chaque balle qu'il aura touché. Les tracés suivants, il les courira à moitié. Parce qu'il dira, de toute façon, là, on va pas me lancer la balle. Et c'est ce qu'on veut. On veut avoir ce côté-là où, de tout, des fois, en lâchant, tu nous facilites la tâche. Nous, on veut un match le plus facile possible. On veut un match où tu te crées des difficultés, tu vas chercher des jeux dans ton cahier de jeu qui sont compliqués, que tu n'as pas forcément pensé à travailler pendant les 2 semaines pour préparer le match. Et on veut aussi que mentalement, tu te dises, ok, ça va juste être une longue journée. Ça peut être un de ces matchs où ça va être une journée qui va être longue, il faut juste passer à travers, et tu sais quoi, vas-y, le score sera le score, et je vais juste faire 50% de mon travail. Donc c'est un peu ça aussi, en termes de défense. C'est un peu dans ça aussi qu'on veut Ah, je te disais, je vais regarder le jeu sous un autre point de vue ici. C'est sûr que si on regarde en termes de down and distance, on est en 3 et 13, on voit que Marseille rush à 5, donc amène automatiquement 6 gars derrière. J'ai l'impression, encore une fois, ça peut être des adjusts qui sont un petit peu différents, mais je pense qu'on est sur quelque chose de couverture 4 à peu près là. On a 4 deep guys, on a des gars qui vont jouer justement les zones intermédiaires, et c'est plutôt bien exécuté. Le concept offensif, le concept du jeu appelé à ce moment-là en 3 et long, il est aussi intéressant que flou, parce que on voit ici un switch release de la part de ces joueurs-là, parce qu'en fait le snap a été vite lancé, donc on n'a pas le jeu en pré-snap play, mais en fait on va avoir un switch release entre ces deux gars, d'accord, mais généralement quand tu switch release, c'est parce que tu sais que la défense en face va être en man-to-man, donc justement tu veux switch release pour créer une séparation entre la confusion, une séparation entre les défenseurs sur la ligne de scrimmage, ou un petit peu plus aller à plus 2 ou plus 2 à peu près de la ligne de scrimmage, et puis ensuite utiliser le speed pour justement créer un jeu d'intéressant. À l'inverse de Marseille tout à l'heure, où on était sur un rollout, là on reste sur un jeu où il est purement dans la poche. Jusqu'à là, la poche est clean, hein, tu vois, la poche est clean, ils ont été capables de contenir la pression. Le running back est venu. Ouais, excuse-moi, vas-y. Par rapport à la poche, je pense que c'est un des rares jeux que j'ai vu où il y a plusieurs joueurs de ligne qui spin et que les spins passent. J'avais regardé un peu et je me suis dit, ouais, c'est. Ouais, t'as eu le spin de ce gars-là et spin de ce gars-là. Exactement, et souvent le spin move, c'est un move qui est un peu tricky, où on finit par tourner sur nous-mêmes et se faire passer dans le dos. Mais là-dessus, c'est. Là, tu vois, en fait, c'est ça, c'est ce qu'on dit. Quand on est en passe pro, on te dit hold your ground. Hold your ground, sois patient, surtout que tu es en 3 et 13. Tu vois, t'as pas besoin d'être agressif. Tu vois, tu vas être agressif sur quick game, tu vas être agressif sur des choses où
Tu vois, là, on voit que on voit que, je sais pas son numbers, mais on voit que, tu vois, regarde, ses deux pieds ici sont collés. Tu regardes ici, lui, pareil, il est en train de ligner sur son gars. Le running back, il a déjà les pieds dans le ciment, il n'a pas encore fait le contact avec le linebacker. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand le linebacker va spin, ben, il va emmener les deux avec lui, tu vois. Donc là, en fait, tu te retrouves avec la poche avec une poche qui était clean, et même chose ici avec le tacle droit. Regarde le tacle droit, pareil, agressif, il veut jouer les mains, tu vois, patience, 3 et 13, hold your grounds, prenez votre temps. Kick, C'est vrai que ça, regarde, parce que tu peux pas protéger de la même manière quand tu es sur un passing game qu'une 3 et 13. Le QB a besoin de plus de temps. C'est vrai que c'est intéressant à penser en termes de stratégie, en termes de lineman offensif. C'est que c'est vrai que il y a des moments où être agressif, ça va m'apporter beaucoup quand je vais pouvoir arrêter la charge ou la pression que met un D-line. C'est vrai que comme tu dis, dans ces situations-là, le risque reward, il est pas intéressant. Parce que le fait d'être agressif, le risque, c'est que je me fasse battre. Le gain, c'est que j'arrive à t'arrêter sur la ligne, mais en soi, même en prenant du recul et en te forçant à prendre du temps, à gagner la distance sur moi, préparer ton move et compagnie, ça c'est déjà un temps que j'ai gagné. Si jamais sur une coup de passe je me fais battre, de toute façon QB va lâcher la balle bientôt. Sur une longue passe, si je me fais battre, là j'atomise entre guillemets le jeu, puisque le quarterback est pas prêt, il n'y a personne qui est prêt à recevoir la balle à ce moment-là. C'était pas prévu que à ce moment-là il y a une ouverture, bon c'est jamais prévu, mais en soi, si par exemple j'ai un tracé smoke ou quelque chose, une hot route, là je peux me dire bon, au pire je suis battu, bon, ça devient un gamble si vraiment il est bon, ouais j'ai besoin de mettre la pression parce que depuis tout à l'heure il m'envoie. Là-dessus, comme tu dis, là t'as pris un risque, t'as pris une chance, mais c'était pas le bon moment. C'était pas le moment où tu pouvais. Ouais, c'est justement, ça te permet pas de. En fait, il faut que tu sois en contrôle. Parce que là, si tu veux, comme je dis encore une fois, comme je disais, la poche, elle est plutôt clean. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est le concept de passe ici que j'avoue que j'ai du mal à comprendre. J'ai l'impression qu'on a switch release fade, tu vois, quelque chose qui part inside et finalement qui revient, qui part ici pour remonter un peu. Là, on a un tracé qui revient inside. Là, on a un flat. Ça, on a peut-être pas Est-ce que ce joueur-là se trompe et doit courir un dig qui paraîtrait plus logique, mais il n'a pas l'air de courir un dig, il a plus l'air de repartir vers le vertical. Est-ce que c'est tout simplement pas un genre de, tu vois, je vais le remettre depuis le début ici, puis voir avec les flèches ce que ça pourrait donner, mais ça pourrait être littéralement switch release ici vertical, où on vient juste inverser finalement les responsabilités du receveur numéro 1 et du numéro 2 sur les tracés verticaux, et on vient ajouter un petit dépanneur dans le flat, histoire de garder quelqu'un en bas. Mais, ça veut dire que... mais dans ce cas-là, même si disons que ce soit ça le jeu, c'est-à-dire qu'on espère qu'on fasse une cover 2. On espère pas nécessairement de la 2, parce que de la 2 tu vas pouvoir retenir le corner, mais sauf que le problème c'est que tu as le curl to flat player qui va quand même être là, tu vois. Donc ce curl to flat player, il va pouvoir ouvrir s'il voit que il va pas rester à couvrir du gazon, il va. Mais il y a un joueur dans le flat. Mais c'est le corner jouerait lui le flat sur de la 2, mais c'est ça. C'est-à-dire que en tant que si moi je suis en tant que coordinateur offensif, je me vois ce jeu-là. Je me dis qu'est-ce qui pourrait jouer, qui pourrait fit dans mon jeu. Ça va cover 1, cover 2, parce que cover 3 clairement tu l'as pas. Couverture 3, ce jeu-là il serait parfait, parce que encore une fois la faiblesse de la couverture 3 c'est les sims. Donc ce jeu-là contre de la 3, il donnerait une possibilité de venir frapper peut-être le tracé vertical sur le hash mark, mais même là, si on est 3 deep, on n'a pas besoin de. C'est ça. En fait, mais le problème c'est qu'il faut que quelqu'un te ralentisse, c'est ça, parce que le problème de la couverture 3, il est là. C'est qu'en fait, j'ai pas le schéma ici, mais je vais essayer de le dessiner ici. Si on prend le terrain, d'accord, et qu'on partage, on va dire qu'on va partager le terrain en 3, tout simplement, on va avoir un corner qui va dropper ici,
un safety ici, puis on va avoir un safety ici, et ils vont se partager les 3 dips, le reste va couvrir tout ce qui est en dessous. Mais ici, c'est la faiblesse, ça va être ici, le long de ce qu'on appelle les seams. Ici, ça va être la faiblesse de la couverture 3, ça va être les seams. Parce que, tout simplement, le safety va devoir faire un choix. Est-ce que je vais sur le gars qui court à l'intérieur? Est-ce que je vais sur le gars qui court à ma droite ou à ma gauche, pardon? Parce que, justement, c'est ça le but du vertical, c'est que je vais emmener le corner avec moi, mais que si j'arrive à avoir un assez bon vertical du numéro 2 et quelque chose de complémentaire sur le backside, parce que ça, on n'en a pas encore parlé, mais quelque chose de complémentaire sur le backside, on met ce qu'on appelle le safety dans un bind, et là, on le force à prendre une décision. Donc, ouais, on peut espérer de la couverture 1 ou de la couverture 3 à ce moment-là. Si tu es le cordeau en face, tu peux te dire, ouais, ce jeu-là fonctionnerait potentiellement versus 1 ou versus 3, ou encore faudrait-il qu'il y ait de la pression qui arrive, parce que switch release là-dessus, ça donne rien de bon contre des gars qui sont déjà en backpedal, tu vois. Et justement là-dessus, pourquoi est-ce que, dans ma vision en tout cas, si il doit quand même une défense, je dirais logiquement à mes corners de stick, de tout ce qui est vertical, et mon safety choisir ce qui est à l'intérieur en gros. Et en fait, entre guillemets, on est en zone, mais jouer de la main la jouer comme une manne entre guillemets, dans le sens où si j'ai 3 personnes qui sont verticales et qu'on est 3 dans le fond, chacun en prend un. Et donc, ça pourrait être le côté logique du truc, mais après, encore une fois, comme on connaît pas les systèmes de chacun, et je pense que tout est malléable un peu. Tu peux toujours moduler des choses, mais là, il faudrait que tu aies de l'aide en dessous d'un linebacker, par exemple. Tu vois, pour au moins enlever un peu de stress sur le début du tracé vertical et donner une seconde de plus à ton safety pour réagir. Parce que je pense que c'est ce que là, je pense que le QB, c'est ce qu'il attend. Si on regarde ses yeux, tu vois, on voit il scanne le backfield. Il a même pas, il regarde pas une fois ce qui se passe ici. C'est-à-dire que, tu vois, là, à un moment donné, il commence à revenir backside. Mais tu vois, c'est bête à dire, mais c'est triangulé, tu vois. Ouais, c'est littéralement, si je veux faire ça, là, je suis plutôt pas mal ici et je suis plutôt pas mal là-bas, tu vois. Donc en vrai, dès que le 25 qui peut jouer c'est exactement ça. En fait, c'est ce qui freine. Tu vois ici, le fait de et puis c'est une bonne décision. Attention, la décision à ce moment-là du QB est bonne. Ils sont en 3 et 13. Je sais pas c'est quoi le score à ce moment-là. Ben, si on veut partir du principe que est-ce qu'une passe incomplète vaut mieux qu'une interception? Tu vois ce que je veux dire à ce moment-là? Lui, il le sait pas. Et puis là, il le voit pas parce que voilà, ça vient de se passer. Mais le 5 et ce gars-là, le 5 et ce joueur-là sont en train d'arriver là. Tu vois, donc à ce moment-là, hop, tu vois, dans ce le lancer le plus simple, c'est de dire, ok, vas-y, tu sais quoi, je prends ce qu'il y a à prendre. Tu sais, on l'a dit un peu, tu vas arriver dans un jeu de gagne-terrain. Tu vas dire, ok, vas-y, je prends ce que j'ai à prendre ici. Et puis, écoute, j'espère que soit il va faire des jeux, mais au moins, voilà, comme on dit, tu sais, live to fight another day. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, je lance un. Parce que ici, tu forces une balle deep ici sur un receveur qui te regarde même pas. Et tu vois? Parce que je te dis, à un moment où on est là, regarde, il est absolument pas dans une position de cacher une balle. Et celui-là non plus, tu vois. Clairement. Le seul qui est prédisposé à attraper une boulette, il est là, tu vois. Ouais, en lançant la balle à ce moment-là, comme on dit, ils ont une possibilité de mettre la main dans la balle des athlètes et après espérer que à ce moment-là, ils créent. Il y a une règle aussi qui est importante de fou, qui teach, mais on dit if you looking, you booking. C'est aussi simple que ça. Si je te regarde, je te réserve. On est là. Là, regarde. If you looking, you booking. Il y a personne qui peut. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a personne qui est prêt à aller recevoir la balle si ce n'est le flat d'ailleurs. Et encore une fois, là, c'est un jeu assez intéressant. C'est pour ça que je te dis, après, encore une fois, dans la conception, peut-être que je t'ai dit, peut-être qu'il y a eu des changements où les gars, quand ils avaient fait leur pre-game scouting, ils avaient vu des choses différentes, que justement, Marseille, des fois, donnait de la pression sur 3 et long, des fois, ou alors ils donnaient des drops. Mais ça reste que, voilà, si tu switch release ou quoi, tu dois peut-être avoir des trucs où on va dire, ok, vas-y, let's go, on cancel, ou alors viens, on release normalement. Release normalement, au moins, voilà, tu permets à ton QB de voir ce qui se passe, parce que au final,
le switch release là, il fait juste perdre plus de temps aux receveurs des Argos que de leur donner quelque En chose. soi, de leur il donner quelque aide chose même la d'intéressant. défense. Hein. Ben, c'est ça, En soi, c'est il ça, aide c'est ça. même la défense. Il n'y a pas grand chose de. Ça aide pas grand chose parce que déjà leur split au niveau de leur spacing, grand côté, on voit que ces deux-là sont quand même assez proches, surtout pour ce genre de jeu. Et ouais, non, je te dis, on est sur un. Je te dis encore, si on avait eu ce joueur-là qui vient inside et qui transforme ça en un dig, que lui pousse vertical, ça, tu vois, ça paraît cohérent et tu dis ok, bah, au pire on a cette fenêtre là qu'on peut venir chercher si jamais il y a quoi que ce soit. Mais sur un là de juste repousser vertical, c'est ouais. Dans un foot plus poussé, hypothétiquement, le mieux pour celui qui est numéro 1 et du coup qui monte sur le sim serait d'avoir un trace à option du coup. Selon ce qu'il est en termes de couverture, pourrait soit pousser sur le sim, soit. Pour ce joueur-là là Ouais. Soit pousser sur le sim en 4 cover 1 et 3 comme tu l'as dit tout à l'heure, soit justement reprendre ouais, j'irais même au-delà de ça, j'irais même juste tout simplement ne pas courir un vertical. Tout simplement pousser vertical, pousser vertical prendre un comeback. Et venir, ouais, ça peut être un comeback, mais surtout venir courir soit un crosser et un sit contre de la zone, tu vois. Comme ça, quand tu vois cette fenêtre ici, bah, c'est soit tu continues et t'expand au niveau de ton tracé, soit tu viens t'asseoir ici au milieu et au moins tu essaies de venir donner une fenêtre. Parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas hold des gens. Tu vois, en venant courir ici, tu vas hold au moins l'intention de ce gars-là et ce gars-là. Et après, tu laisses, là pour le coup, ton corner avec le receveur. Avec le receveur, pardon, qui lui switch release en solo avec le corner. Mais encore une fois, c'est toujours hypothétique et puis il faut que la protection tienne à partir de là. Si on est sur une protection agressive sur 3 et long, tu vas pas avoir le temps de développer ton jeu parce que protection agressive dit justement prendre des risques sur la si on est pression à 5, il en suffit d'un sur 5 qui craque et c'est ça. Sachant que là ils sont à 6 contre 5, tu devrais pas perdre à 6 contre 5. Après, c'est des règles que. Ah bah après si. Le problème, c'est que moi je donne, mais c'est encore une fois, après c'est qui rush, qui ne rush pas, la qualité du D-end en face, la qualité versus le tacle. Ça, c'est des choses qui sont aussi qui sont aussi prévues à l'avance. Toi, tu vas rusher là de telle manière sur cette dernière distance-là. Après, la difficulté aussi, 6 contre 5. Je dirais 5,5 contre 5 plutôt, parce qu'un running back qui arrive face à un nose ou compagnie, il peut le couper au mieux, mais ça reste un contrat qui va être. Là, si tout se passait bien en termes de pro, le running back aurait juste dû aider sur le blitz du linebacker. Hein. Et il y aurait eu aucun problème. Mais c'est juste que la technique à ce moment-là du O-line, elle n'a pas facilité le taf du running back. Puis le running back s'est pas aidé non plus à commencer sa passe trop profond dans le backfield. Il a voulu un petit peu aller trop vite. Mais c'est des détails. C'est des détails. Next play. On passe à Léo. quoi du Léo. Molos contre Cougar. Ouais. Molos contre Cougar. Ouais. Ok, c'est parti. Alors là-dessus, ouais. On a parlé. En tout cas, j'en ai parlé pas mal sur les précédents matchs des Molos et autres. Mais on a parlé la dernière fois pour les Molos. Sur le fait de jouer l'épaule du tacle quand on est sur le rencontre de ligne. En fait, là, si on regarde, le running back il court derrière le tacle. Donc, dans ce qui est censé être le CIA. Parce que justement, notre end a pas trop de profondeur. On a parlé et reparlé, mais à ce moment-là, le jeu que le end doit faire, c'est de resserrer l'épaule du tacle, pardon. À l'inverse, il va prendre deux pas de plus, avec en plus, on ajoute à ça le mouvement de la O-line, et il va avoir les yeux sur sa responsabilité, qui est le quarterback. En ce temps-là, le running back va jouer à son intérieur et gagner une vingtaine de yards sur la course. Donc en fait, ça, comme je vous disais, comme on en parlait plusieurs fois, à ce moment-là, il faut absolument parallèle. Déjà, même l'angle n'est pas bon, puisque le but c'était de parallèle à la ligne de scrimmage.
te squeezer. Squeezer un maximum le tacle. De forcer le quarterback à garder la balle. Donc à ce moment-là, je veux squeezer. Donc le choix au niveau de l'option, ça devient pour le quarterback, justement, comme il n'y a pas d'ouverture dans le milieu, de garder le ballon et de balancer à l'extérieur. À ce moment-là, moi, en tant que end, je veux planter, partir à plat, pour être à l'argent extérieur et le forcer à lui aussi revenir à mon intérieur. Ce qui n'a pas été le cas à ce moment-là. On a fait l'erreur de, justement, de prendre de la profondeur. Et en final, on s'est éliminé pour les deux jeux, les deux possibilités. Et voilà tout. Yes. Offensif, là, on est sur... comment dire? On est sur un inside zone, tu vois, c'est same side, inside zone, assez basique. La menace du QB Molos fait que justement on doit respecter le fait qu'il puisse justement courir avec le ballon. Donc faudra prendre toujours en compte justement ces deux options, donc le same side ici et la course à l'extérieur de ce gars-là. Sachant que ça peut aussi être du RPO avec les deux receveurs qu'on voit ici en top. Maintenant, d'un point de vue purement bloc de ligne, ben, on est sur quelque chose d'assez simple. On est extérieur, ici combo. On voit que ce joueur-là n'est pas encore en place, On a un Mike ici qui va être quand même relativement simple à aller monter parce que vu son alignement, le joueur qui aurait pu être problématique, il est là. Parce que c'est pas un gars qu'on va mettre dans le compte. Ces deux ends, vu leur technique, sont trop loin pour aller faire un jeu à l'intérieur, surtout encore une fois vu la menace du QB. Et puis non, sinon la patience du running back elle est bonne. Tu vois, à ce moment-là, le jeu il est plus ou moins déjà dead parce que regarde la position là. Ouais, c'est ça. Là ici là, tu sais déjà pas ce qui va se passer. Tu vois. Donc, c'est là où le find du running back, il devient encore plus clean. Parce que, surtout, regarde, juste avant, je t'ai parlé du linebacker, tu vois. Regarde, on le voit plus dans le compte. Ça veut dire qu'il est rentré lui-même dans les blocs. Ouais, je sais pas si c'était une... C'est ça, je sais pas si c'était une pression ou si c'était un blitz ou quoi, mais il est rentré lui-même. Tu vois, il a facilité le bloc des O-line. Et encore là, tu vois, on est sur un O-line qui est un peu patient là. Tu vois, qui est sur du shuffle. Donc, je sais pas c'est quoi sa technique ou c'est ce qu'il essaie de faire. Mais... peut-être qu'il y a peut-être tout simplement il y a un RPO. Enfin, je vois pas. J'essaie de voir. Ouais. Regarde, on a un quick hitch là qui attend au cas où. Mais bon, tu vois, je te rappelle, on en avait parlé les dernières fois. On avait dit, est-ce que RPO à l'opposé. Alors, une fois, ça c'est valable pour tout le monde. Hein, ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais tu vois, regarde, on a des hitch partout ici, tu vois. Donc je pense que ça explique les steps du O-line. Mais backside d'un run game... Le tacle gauche est beaucoup trop haut. C'est ça. Bah, après, il n'est pas au-delà de 3 yards, donc je pense qu'ils vont pas... On le voit pas. S'il pull, si jamais... Après, on ne le voit pas, mais si jamais il pull la balle, est-ce que... Ouais, regarde, la balle, elle est là, il est ici, donc il est à 1 yard, à peu près 1 yard et demi, il est là. Donc en fait, il est pas... Même là, en fait, il est pas mauvais. Mais dans le truc, moi, c'est plus à quoi on sert sur le backside. Le QB, il est en train de regarder ici, il va jamais se retourner et lancer la balle. Mais justement, tu vois, c'est ça, c'est pour ça, c'était le topic de la dernière fois de notre vidéo, c'était de se dire, on essaiera de faire un truc plus poussé justement par rapport au RPO, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait sur le backside? Pourquoi on va pas bloquer ce gars-là plutôt que rester ici, faire un tracé hitch? Tu vois? Parce que regarde. Si on joue une fade, si on simule une fade. Ben, si tu simules une fade, ça peut le faire encore dans le sens où tu sais, tu vas juste clear out, tu vas faire ce qu'on a, tu vas juste clear out, tu vas courir ton tracé et tu vas espérer que quelqu'un te suive parce que c'est encore une fois le bloc le plus simple, c'est celui qu'on n'a pas besoin de faire, tu vois. Mais à ce moment-là, tu vois, ici on top, ça me paraît cohérent. Same side RPO avec les RPO avec les deux tracés qui sont du même côté que le run game, c'est parfait parce que justement, si le QB à ce moment-là pull la balle, que ce gars-là squeeze, bah on a tout de suite nos deux gars qui sont en place. Et puis, si jamais ça passe pas, bah, le QB part avec la balle et let's go, tu vois. Mais moi, c'était vraiment plus c'est sur le backside. C'est pour ça. Et on va le voir tellement de fois. J'ai l'impression qu'on appelle un run game et qu'on y attache des jeux de passe. Et là, tu mets ton QB dans une situation difficile. Qu'est-ce qu'il va read? Est-ce qu'il va read à droite? Est-ce qu'il va read à gauche? Tu vois, il faut ça. Il faut ce qu'on appelle une pitch key. Tu vois, pitch key, give key là. Et
Et c'est tout, tu vois. Pitch key, ok, est-ce que je la donne, est-ce que je la garde? Et derrière, on enchaîne, tu vois. Mais encore une fois, dans le développement, ouais, non, c'est ça, c'est plus comme c'est quelque chose qu'on voit de manière récurrente sur les games. C'est juste, finalement, on se rend compte que ce joueur ici, là, il n'a pas d'influence sur lui. Parce que les yeux de ce gars-là, ils sont là, tu vois. Donc, ouais, potentiellement, tu peux revenir et dire, ouais, j'étais ouvert. Ah, mais t'es pas ouvert parce que ce gars-là, il regarde là-bas. Le QB, il n'a pas ses yeux il n'a pas ses yeux ici, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est aussi important de comprendre dans la création d'un jeu. C'est simple d'y attacher des trucs. C'est aussi important de comprendre que derrière, il y a un QB qui a une mécanique et qui a des clés et qui doit faire des choses. Tu vois, c'est pas simple pour lui non plus, tu vois. Après, derrière, la patience du running back, elle est bonne. Il vient justement. Juste avant que t'enchaînes, comme tu disais avant sur le fait de créer des jeux, c'est offensivement et défensivement d'ailleurs. C'est que au-dessus de la simple théorie du papier de ce qu'on veut faire, il y a aussi comme tu dis, le côté Jimmy's and Joe's. It's not about the X's and O's, it's about the Jimmy's and the Joe's. Peu importe ce que tu vas mettre sur le papier, tu seras toujours champion sur le papier. Tu peux dessiner tous les concepts du monde qui sont importants, qui sont intéressants, que tu as kiffé parce que tu as vu sur YouTube. Le plus important, c'est les joueurs qui sont en train d'exécuter. On l'a vu à tous les niveaux, ce truc-là. Même en NFL, les mecs qui arrivent, ils tègent leur cordeau moitié de saison parce qu'il n'a pas été capable de s'adapter à tes joueurs. It's a player's game at the end of the day. Parce que je pense que ce qui est intéressant là-dessus, c'est même en parlant pour les coachs, parce que c'est au-dessus de la capacité à créer des jeux, c'est de la capacité à créer des jeux adaptés à ces joueurs qui fait la différence. Et au-dessus du côté créatif, artistique de la création du jeu, je pense que le côté réellement efficace de comprendre les capacités de ces joueurs et être capable de dans ce cercle-là, dans ce carré-là, être capable de dire ok, je peux l'emmener jusqu'à ce coin-là, il sera capable. Mais si je le sors de ce coin-là, là clairement je le sors de ses possibilités, ça sert à rien parce que je vais le faire en défense par exemple. Je sais que en faisant ça, tu vas commencer à le forcer à réfléchir et tu vas le faire freeze. Tu vas voir ce côté-là où au-dessus de jouer et de sentir que c'est quelque chose dans quoi il est à l'aise. Il va voir ce côté-là où il va commencer à se dire ok, donc si jamais l'attaquant fait ça, il faut commencer à faire ça. Si l'attaquant fait ça, il faut commencer à faire ça. Et là il rentre avant même d'être en combat avec le joueur adverse, il va être dans un combat avec lui-même pour se demander sur quelle est la réaction que je devrais avoir. Et recentrer le côté justement, je sais de quoi tu es capable, et ce dont quoi tu es capable, je sais que je peux t'amener jusqu'à là-bas, et si jamais il advienne que je veux t'amener plus loin que ça, on a une off-saison pour ça. On a une période de préparation où on peut se tenter, s'expérimenter sur des choses et voir comment tu réagis et voir comment on peut les implémenter. Mais lorsqu'il est question de la saison, à partir du moment où le training camp de la pré-saison est arrivé, ça y est, j'ai plus le temps de commencer à expérimenter ce truc-là, parce que là, je vais te mettre dans des situations où tu vas faire des erreurs que je vais te reprocher et qui en réalité sont les miennes, puisque je n'avais pas été dans cette position-là. Donc je pense que ça, c'est intéressant ce que tu as dit sur le côté où la mécanique, et être capable de connaître la mécanique de mes joueurs, comprendre les possibilités de ce que je leur demande, et de partant de là, comprendre l'utilité de ce que je demande à mes autres joueurs de faire sur terre. Dans ce cas-là, l'utilité de faire, comme tu dis, un hitch à l'opposé du quarterback, alors qu'on n'aurait pas un quarterback qui fera un 180 degrés en plantant ses pieds pour lancer le hitch à l'opposé, risqué dans son dos. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, donc c'est pas juste trouver déjà des trucs intéressants. Tu vois, encore une fois, je t'ai dit, le hitch on top, il est ok. Nice find du running back. Et derrière, il est parti. Mais tiens, regarde, on en parlait juste avant. Qui fait le jeu sur le running back? Le joueur qui a été, le joueur qui n'a pas été. C'est lui. C'est le joueur, c'est le joueur qui finalement, tu vois, on aurait pu aller bloquer avec un angle ou alors, tu vois, faire un truc différent. Mais il y a plein de moyens entre guillemets, de se séparer d'un joueur. Mais là, à ce moment-là, tu vois, il avait les yeux dans le backfield. À la seconde où il a vu le running back, ça, il a planté ses pieds, il est reparti. Et si tu regardes, le running back part pour un gros jeu. Maintenant, encore une fois, on en est là pour analyser et détailler. La forme de course du running back, il faut qu'il court plus bas que ça. Tu vois, la balle, elle est pas au chaud. Il court droit comme un i. Il va vite. C'est un running back qui va très très vite dans l'espace. Mais l'espace, il est pas encore clair là. Tu vois, surtout quand tu arrives avec un défenseur. Là, tu as une pure situation de 1 contre 1. Là, tu es littéralement dans une situation de 1 contre 1 avec un DB qui est en train de break. Soit tu as 2 options. Soit tu vas tout simplement
prendre one step move et tu vas essayer de le battre là, ou alors tu vas mettre ta balle au chaud, baisser ton épaule et drive through. Donner un momentum à ton gars, garder tes pieds en mouvement, créer un espèce de jeu de hype en mode waouh, ça va, let's go. Tu sais comment c'est un running back qui fait un gros jeu, il écrase quelqu'un, tout le monde se hype, les O-line viennent le soulever, ouais, let's go, on continue, tu vois, on y va. Mais le truc, c'est juste là, justement, il a mis le one step cut, tu vois, il a vu le one step cut, mais c'est pas assez efficace. C'est un mec qui peut, ce genre de joueur-là, vu son speed, et je l'ai vu faire sur d'autres games, il peut faire la différence. Mais si tu arrives bas dans cette sortie de gap et que tu bursts à travers et que tu utilises justement ton momentum pour te donner un move, là, tu vois, là, il s'est relevé. Il était déjà haut et puis il s'est relevé pour prendre la décision de qu'est-ce que je fais. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que c'est pas la même technique de course qu'utilise Derrick Henry? C'est un peu le même style. Il te fait penser à Derrick Henry? C'est un peu le même style. Dans la manière de courir. Dans la manière, ouais. Après, attention, Derrick Henry, il y en a combien des Derrick Henry? Non, c'est ça que je veux dire. Non, mais c'est juste, je parle juste en termes techniques visuels. Je pensais plus au côté où il y a un côté où courir droit. Et je me suis dit, ouais, c'est parce que clairement, tu as plus la vision d'un running back à la Shaquan Barkley qui va lui être sur ses appuis compact et prêt à prendre n'importe quelle direction. Mais face à ça, je trouvais que ça, c'était qui ressemblait plus à il ressemble plus à ça, mais après c'est juste de la technique. Encore une fois, je pense que c'est un très bon running back, mais tu sais, comment tu veux devenir meilleur si demain je dois le coacher, ou si demain je dois lui donner des points de détail pour qu'il devienne meilleur, c'est ce que je lui donnerais, tu vois. Et puis tu vois, on regarde derrière malgré tout, ça crée quand même ça crée quand même de la hype, ça reste un très gros jeu de foot, tu vois. Mais tu vois, encore une fois, c'est des détails comme ça, tu vois, qui nous permettent de dire ok, comment on passe d'un petit jeu à un méga jeu, tu vois. Nous, on donne notre analyse potentiellement, ouais, schématiquement parlant, mais il y a aussi une analyse technique, et c'est important aussi que pour tous les running backs qui nous voient ou qui regardent ces vidéos, ou même des gars quand vous êtes dans des situations dans un contre un, tu vois, arriver avec le plus de momentum possible pour justement faire breaker ce gars-là, parce qu'à un moment donné, il n'y aura pas un million de solutions. C'est soit il va venir pour vous plaquer directement, soit il va breakdown, comme on lui teach de faire, breakdown pour bloquer le défenseur. Mais utilise son breakdown pour toi, à ton avantage. Soit tu accélères, tu baisses ton épaule, tu rentres dedans, soit tu shake and bake, mais tu shake and bake de manière à ce qui va t'arranger toi, pas le défenseur. Justement. Ouais, excuse-moi, tu disais. Justement, si tu peux mettre mon écran sur le jeu suivant, justement. C'est parti. On a un truc qui va me parler de ça, c'est que sinon là tu vas voir ce côté-là où sur justement le mot exactement le mot dont tu parlais, où tu vas breakdown pour c'est sur le momentum de toi. Ce côté-là où voilà, le friser entre guillemets. Et je pense même qu'après il voulait se clôturer d'un joueur. L'énergie me donne l'impression qu'il était prêt. En tout cas, le truc, c'est qu'il a utilisé les deux. Tu vois que deux fois, il a utilisé le momentum. Il a utilisé le momentum du défenseur pour justement lui créer un jeu. Alors là-dessus, défensivement, alors première chose, on va parler du DN qui est à l'opposé du jeu. Encore une fois, comme je l'ai dit, prendre de la profondeur, ça apporte pas. D'être là, c'est pas donner plus de possibilités de faire le jeu. On a l'impression de forcer quelque chose, mais en soi, non, ça je veux rien. Ici, on squeeze, on resserre le jeu. Deux choses que ça joue, c'est que une fois que ça squeeze, si je vais faire de la poursuite, soit je la fais à partir d'ici, à plat, donc pour forcer le running back à quelque chose. Donc je viens chasser, soit à l'inverse, je plante et je pars donc je plante et je repars retracer le jeu pour venir faire le jeu en prenant un angle dans cette direction-là. Quand je m'enferme ici, là maintenant je viens en chase sur un running back qui est déjà parti. Bon, je suis moins avantageux en tout cas. Pour la suite, sur le DN du côté du jeu, donc en 90. Alors, on va arrêter le flow, par que autant donc. Si le tackle vient sur nous, soit qu'à ce moment-là,
impact, on extend, on arrête le flow, on arrête le mouvement. Et advient qu'au final, j'arrive à acheter de mon bloc. À ce moment-là, voilà, alors, à ce moment-là, je suis pas battu. À ce moment-là, je suis pas battu. Ce qui fait que je me fais battre, c'est que quand je prends le move, quand je rattaque, le move, je suis pas forcément battu par le move, je suis battu par la décision que je fais en réponse au move. Donc le move me freeze, c'est le but du move et je dois break down. Mais à ce moment-là, au lieu de step justement à 45 degrés comme je le fais là, donc au lieu de step à 45 degrés ici, avec mon pied intérieur, ce que j'aurais dû faire, c'est qu'une fois que je vois que c'était juste un mouvement intérieur-extérieur, je devrais step, encore une fois, prendre à plat. Donc ouvrir mes hanches et prendre à plat, courir à plat. Mon aide, elle est là. J'ai tout le monde qui est prêt à m'aider, qui est prêt à venir avec un point pour step avec moi. Mon autre aide, elle est au bout, c'est la sideline. Donc moi, mon but, c'est pas de venir et de faire lever absolument ici. Mon but, c'est d'interdire justement de prendre de la profondeur. Partir à plat à ce moment-là, au lieu de prendre à 45, partir justement à plat à ce moment-là, va forcer le running back à venir courir justement une sorte de bulle pour pouvoir m'éviter et donc le pousser vers la sideline. Ou sinon, de replanter à mon intérieur et justement de le rediriger vers mon aide. Ensuite, bon, un running back arrive pleine balle, donc DB, c'est pas un beau travail. Déjà pour finir le jeu, je l'amène au sol, je termine le jeu, mais le travail était plus sur. Et même le breakdown Ouais, était justement, était plutôt bon. justement, je vais pas lâcher le spoiler, mais notre prochain guest, justement, il nous parlait de ça. Que même à haut niveau, entre guillemets, cette personne, elle n'est pas payée pour faire déplaquer, là, justement. Des fois, il y a des business décisions. Toi, tu es là pour couvrir, ou alors tu es là pour aller plaquer et t'assurer que, justement, que le jeu s'arrête après. Ramène le joueur là au sol avec les manières les plus propres et safe possible. Tout le reste, c'est de l'extra. C'est ça, tout le reste, c'est de l'extra. C'est ça. Et non, c'est ça. Mais déjà, props à lui, parce que tu vois, il arrive avec une position qui est quand même assez propre. Et tu sens qu'en fait, il vient wrap-up. Tu vois, tu sens qu'il veut vraiment arriver, break down, wrap-up, mettre tes mains en dessous et justement driver avec lui. Après, encore une fois, là, body-wise, il y a un mismatch de fou, mais. C'est ça. Et même là-dessus, c'est pour ça que je pense que c'était bien joué de la part du TB, parce que là-dessus, le running back, il sait ce qu'il dégage, il sait que si j'arrive pleine balle, le premier réflexe du DB, c'est de me couper. Et là-dessus, en tant que DB à ce point-là, la majorité du temps, il va vouloir couper. Il a eu le courage, entre guillemets, de tiens, non, vas-y, on va y aller. On sait pas comment ça va finir, mais on va y aller. Et donc de rester debout, parce que le running back à ce moment-là, comme on l'a vu, il était prêt à sauter. Il avait lancé son momentum. Tu sens que il était prêt à. C'est ça. Et il s'est rendu compte que ah non, mais beaucoup pas en fait. Donc au final, un contre 1 face à running back, et il fait le plaquer en solo. Ça reste. On avait parlé dernièrement de la force des molosses. Alors, Run support niveau de leur DB. Qui était là-dessus, on peut voir aussi le côté où c'est ça demande. C'est pas n'importe quel squad de DB qui va aller plaquer un running back qui fait peut-être quoi, une fois et demi son poids en forme tackle. C'est un certain calibre et un certain courage aussi. Moi, je voulais revenir là-dessus, pas nécessairement pour le jeu en soi. Le jeu en soi, ça reste outside zone, un genre d'outside zone stretch avec un trips à l'opposé, et puis on va aller courir petit côté, justement là où il y a le moins de monde en défense. Moi, je pense que ça aurait pu être encore un plus gros jeu, parce que ici, je trouve que le tackle gauche, je sais pas c'est qui, je trouve que c'est un très bon joueur. Mais son footwork, il est pas bon sur le départ de ce jeu-là. Si tu sais que le jeu va venir à ta gauche, d'accord, bah, tu step avec ton pied gauche, tu pousses avec ta jambe droite pour step avec ton pied gauche dans cette direction-là. Ce qui fait que ta zone de strike va être sur cette épaule-là. Tu vois ? Du coup, ça va permettre à ton garde, qui lui n'est pas couvert, de step avec toi et de monter ensuite au deuxième niveau. Ou alors, si, inversement, il va step avec toi, il va revenir inside et toi, tu récupéreras ensuite le linebacker du deuxième niveau. C'est ça. Mais le fait de step inside fait que on est un chapeau sur un chapeau, tu vois. Boum.
Ah oui, Tu le laisses, premier tu pas. laisses, exactement, tu laisses ton garde Mhm. ici, son garde, le footwork n'est pas incroyable aussi. Je sais pas, faut Mhm. aller vers l'avant. Quand vous avez un design run play, allez vers l'avant. Step forward, va vers l'avant, pousse avec ton pied, Et une question. pousse sur ta jambe. Ouais. Est-ce qu'un meilleur design de jeu, ça aurait pas été de faire un décrochement du garde dans le dos du tacle? En fait, encore une fois, faut toujours garder les choses simples. Tu vois, keep it simple. Le plus simple, ouais, on pourrait avoir un fold, ce gars-là qui fait ça et lui qui passe en dessous. Mais pour ça, il faudrait qu'on soit sur quelque chose qu'on a vu en pré-game où ce gars-là loop around quand ce gars-là nous attaque. Et là, tu sais que tu viens de free up some space et vas-y, on va utiliser vos forces et on va les transformer en faiblesse sur certains jeux. Mais pas sur ce coup-là, c'est pas nécessaire. Sur ce coup-là, c'est juste que le 70 step avec le mauvais pas. On le voit son pied là commence à se lever, mais il se pousse sur cette jambe-là pour aller ici. Donc la force va aller vers l'avant. Et on voit qu'il a une bonne technique. Ça drive, les mains sont, tu sens qu'elles sont posées à l'intérieur. Mais le problème de ça, c'est que à partir de là, il a gagné. Hein. Le tacle gauche a gagné. Sauf que le problème, c'est que là, le garde, le backer, il a vu le jeu. Tu vois. Donc là, au lieu d'être sur quelque chose de vertical, là, on se retrouve avec finalement, mon footwork me bat. C'est un point de détail parce que ce step-là, tu le corriges. Tout ce côté-là, là, il est cible. Et derrière, ce joueur-là peut monter au 25 et on peut avoir encore une plus grosse course. Parce que le problème, c'est que tout simplement, le running back, il perd du temps là. Il fait quoi? Il doit arriver, il attaque bien, mais il doit essayer de... Parce que là, ce qu'il a essayé de faire, c'est de revenir inside. Parce qu'à ce moment-là, ce qu'il voit, c'est ça. C'est cette ligne-là qu'il voit. Donc, quand il arrive ici, il se dit là, il fait un jeu d'instinct qui est incroyable. Sur un pas, one step cut, parce que une des techniques que je préfère chez les running backs, c'est ce one step cut et je pousse. Il a été capable de faire la différence. High and tight, belle protection de balle, stiff arm, et il continue derrière. Tu vois? Et c'est là où après, il est dans sa réflexion de est-ce que je saute, est-ce que je saute pas. Mais ce petit point de détail ici au niveau du jeu, je n'ai pas besoin d'étayer plus, c'est ce step. Pousse avec ta jambe droite, Au final, arrive sur ta jambe gauche, viens chercher ici. Surtout si tu sais que tu as un stretch. Ce jeu-là, on va pas se mentir, les Cougars, ils l'ont designé pour ce joueur-là. Ils l'ont pas designé pour le running back. On veut courir, je pense que c'est le meilleur tacle. On veut courir derrière notre meilleur tacle. On sait que ce gars-là est capable de faire la différence en 1 contre 1. Ouais, c'est bon. Est-ce que justement, comme je disais, du coup, il s'est fait battre dans l'angle qu'il avait pris au départ au final. Donc c'est l'angle de base qu'il avait pris qui s'est fait shed dans la mauvaise direction, qui était celle qu'il avait pris. Après, attention, tout mon argumentaire, il est faux si c'est un inside zone. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Si la course est designée pour aller à inside, tout mon argumentaire, il est faux et auquel cas, son footwork, il est clean et il fait ce qu'il a à faire. C'est juste que le garde est trop en retard. Tu vois, le garde est trop en retard et on doit monter à ce joueur-là. Sauf si c'est un outside zone et là, pour le coup, larguer tout. Dans tous les cas, il y a du bon. Mais ça reste un très beau run play. Next, il nous reste on passe au prochain game ou il y avait prochain game, ok. Ouais. De la caméra, j'ai du mal à voir. Mais Turbo Huddle, hein, comme il faisait l'année dernière, ça, on le voit encore. Turbo Huddle, quick toss. Non, c'est un quick toss normal. C'est juste que le corner, force le cutback inside. Ouais. C'est intéressant. Hein, t'as vu qui est le running back? Non. C'est leur 25, c'est leur returner et leur DB là. Ah, le corner. Exactement. Mets la balle dans les mains de tes meilleurs athlètes. Ils ont quand même pas gagné. C'est intéressant au niveau du jeu. Sauf que comme on en parlait justement sur le match précédent, c'est là aussi le danger entre guillemets quand on a des DB qui sont pas forcément sûrs, genre comment dire, qui sont sur leur karaté. Bon, on va dire les choses comme elles sont. Là-dessus, à ce moment-là, j'ai toute mon aide à mon intérieur entre guillemets et j'ai même pas besoin de prendre de risque entre guillemets. Si je me place dans le but de rediriger le jeu vers l'intérieur, comme on disait tout à l'heure, limite les dégâts et compagnie et tout ce qui vient avec, je renverrai le jeu vers ici. La décision que je prends par la suite, à ce moment-là, de me jeter pour faire le jeu,
Donc j'arrive, je suis pas sous contrôle déjà. Ensuite de me jeter pour faire le jeu. C'est la même erreur que quand je parle au D-line et que je leur dis qu'il faut squeeze. Rediriger les jeux vers l'intérieur quand on est sur le gap C. Quand on veut rediriger à l'intérieur, c'est que si j'ouvre le gap C et je me fais battre à mon intérieur dans le gap C, j'ai pas redirigé vers l'intérieur. Le gap C il est toujours ouvert. Et là donc l'extérieur est toujours ouvert. Il faut voir que à ce moment-là, cette erreur-là fait qu'au final, là on n'a plus personne sur l'extérieur. On n'a personne pour compter, on n'a personne pour rediriger vers l'intérieur. Donc le choix de se jeter ou la pression du flow qui arrive, et encore une fois, contrairement à tout à l'heure face au Loup-Garou où on avait un running back qui était plus galbé, là on a un running back qui est... Non, soit c'est le running back, c'est un corner, donc c'est pas une question c'est pas un physique qui impressionne ou qui peut vraiment faire des dégâts. Et donc, mais on a en face un corner qui utilise pas la bonne technique. Tout simplement qui se jette, qui se jette et qui en se jetant ouvre l'extérieur. Et de là, donc on a un développement où là on a personne sur l'extérieur jusqu'à ce qu'on arrive à le squeezer avec la sideline. Voilà. C'est ça qui va nous aider, parce qu'une fois que forcément l'extérieur est ouvert, là donc nouvel extérieur ça devient un sideline. Ça devient plus compliqué pour tout le monde. Et en gros c'est ça. Après il y a aussi le côté où, en tant que ligne, en tant que D-line et compagnie, sur un jeu comme celui-ci qui serait un jeu en 8, donc où le jeu part sur le bout à l'extérieur et compagnie, il faut que je sois capable de comprendre et vraiment de pousser à plat plus vite que ça. Je peux pas rester dans les blocs. Il faut que je sois capable de... Si le jeu part vraiment à plat et que je vois que le jeu part au bout du monde, il faut que je cours au bout du monde. Il faut que je sois capable de garder la même relation que j'avais avec les autres D-line et que je transfère tout pour le remettre face au jeu, entre guillemets. Après bon, c'est pas toujours facile puisque bon, forcément dans les blocs et dans la ligne il y a des choses qui se passent, mais c'est l'idée de ce que je veux faire, entre guillemets, quand je prends une direction. Et autre chose, l'angle de poursuite du safety est complexe. Safety, si je suis là-bas, je suis opposé au jeu. Ça, là, je peux pas. Là, je peux pas être là, je peux pas être à ce moment-là où j'ai vu que le corner était battu. Je suis pas capable de reprendre un nouvel angle. Je peux pas avoir le même angle à ce moment-là et continuer dans la même angle pour finir derrière le running back. Et demander du coup à mon corner, c'était mon safety qui était bloqué, de venir et être le joueur qui fait le jeu. Alors que moi j'avais un free shot à ce moment-là. Et voilà tout pour la défense. Yes. C'est une bonne analyse. Après, encore une fois, c'est toute une histoire de contexte. Tu vois, regarde, là, je laisse le jeu dérouler un petit peu. Il y a un turbo huddle qui arrive. Ce que moi j'appelle un turbo huddle, c'est que l'offense, regardez, ils sont alignés à la balle, ce qui n'est pas commun. Normalement, le huddle, il se fait en général à 7 yards du ballon, à des 5 si tu veux être un peu plus tricky. Mais à ce moment-là, que la défense des Léopards n'ait pas vu ça, c'est plus problématique. C'est quelque chose qu'ils avaient fait sur le Game 1, le turbo huddle. Et ils l'avaient joué aussi beaucoup l'année dernière. C'est quelque chose qu'ils ne vont pas faire souvent, mais quand ils vont le faire, c'est pour créer quelque chose. Et puis, là, si tu vois, ils sont en train de breaker leur huddle, peut-être aussi pour un effet de surprise. Tu sais, à ce moment-là, tu fais rentrer le 25, et il n'y a personne qui se dit attention, il y a le 25 qui rentre. Ok, tu vois, on voit pas, il n'y a pas de communication, il n'y a pas attention. Si je vois moi un joueur, alerte, c'est il joue pas assez en offense pour dire ok, il y a quelque chose qui va se passer. Donc si ce gars-là rentre, il doit y avoir un check, une alerte, quelque chose qui nous dit ok, attention. Mais là, on voit encore que les gens ils sont en train de discuter derrière. Tu vois, ils sont pas la défense n'est pas en place. À partir du moment où là a annoncé le jeu, regarde, ça a pris une seconde et demie. Et encore, je trouve que ça prend du temps comparé à ce qu'ils faisaient l'année dernière où leur turbo huddle était beaucoup plus. Tu sentais ils allaient beaucoup plus vite. Il y avait des motions qui venaient avec ça. Je pense qu'ils s'adaptaient aussi à qui ils avaient en face. Je pense qu'ils ont vu. Là, j'ai l'impression qu'ils ont été douces parce que, comme tu disais, en face, il n'y a pas de. Ouais, regarde, à partir de ce moment-là, l'arbitre il s'est retiré de la balle. Ils peuvent jouer s'ils veulent, tu vois, ils se retournent, ils jouent. Sauf que regarde, la D-line est encore alignée à 2 yards du ballon. Il n'y a que le 52 qui se rapproche un petit peu. Sinon, le Big Boy il a encore les mains sur les genoux. Ah shit, oh merde, il y a quelque chose qui arrive. Ah ok, ça joue. Ah, trop tard. Et aussi, je pense qu'ils
si tu regardes, un peu en arrière, on dirait que j'attends que leur receveur soit immobilisé, et là, la O-line se retourne et lance le jeu. Tu regardes, receveur immobilisé, on se Ouais. retourne, tu vois. Après, tant que Et- tu as une seconde, tant que t'as une seconde d'immobilité, c'est bon, c'est pas considéré comme une motion Mhm. ou quoi. C'est même pas un shift, hein, ce serait même pas considéré comme un shift. Tu sais, tu breaks ton. Il n'y a pas de règle nécessaire sur comment breaker ton huddle dans le foot. Tu pourrais, tu sais, tant que tu dépasses pas les, si tu veux, les 40 secondes ou les 25, l'horloge des 25 ou les Mhm. 40, t'es good, tu vois. Mais c'est D'accord. juste que là, il n'y a pas eu d'alerte. Il n'y a pas eu d'alerte pour se dire, Mhm. attention, il y a le 25 qui rentre, c'est pas sa position initiale. Il y a deux receveurs, le huddle, il est sur la balle. Non, c'est des petits détails quand vous faites vos scouting qu'il faut absolument regarder parce que ça vous permet de pratiquer ce genre de Ouais, situation, tu sais, c'est de vous préparer. C'est le jour du match où tu arrives. Et puis ça s'est transformé en un big play. Et puis, tu sais, je ne vais pas rentrer dans le truc, mais de ça va venir quoi? Je peux juste que parler, entre guillemets, ou imaginer. Mais on sait très bien qu'à partir d'une formation comme ça, la prochaine étape ici, ça va être quoi? Ça va être une fin de toss avec un QB qui boot, un espèce de flood ici, tu vois, avec le gars dans le flat. Ça peut être la même chose avec le tight end qui slip away, ce gars-là qui fin de toss, tu vois, et toujours dans le turbo huddle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est bien de noter ça. C'est bien de noter ça parce que c'est donner un gros jeu à une attaque, c'est ouvrir le script. Vu que tu m'as donné ça, maintenant ça veut dire que je sais que mentalement tu penses à ça, donc tu me donnes la possibilité de ça, de jouer X, puis, Y, Z. C'est là où et puis encore une fois, dangers de la- rappelle-toi une chose, if it ain't broke, don't fix it. Tant que c'est pas cassé, t'as pas besoin de réparer, vas-y, go. Continue. Hey, tant que tu turbo huddle et qu'ils arrivent toujours pas à comprendre que c'est un turbo huddle et qu'il faut s'aligner plus vite, qu'il faut être line-up, qu'il faut communiquer, joue la même chose 10 fois. Et si 10 fois tu gagnes 10 yards à chaque fois, bah, tu vas être en business. Tu vas être en business à la fin du match. Mais c'est pour ça que je pense que c'était. Après, le jeu, ça reste un basic toss, hein, c'est un quick pitch. Tu vois, c'est même pas un toss, c'est un pitch, c'est un quick pitch parce que toss, la différence entre un pitch et un toss dans l'appellation, c'est le comment tu vas envoyer la balle, comment la balle va sortir des mains du QB. Avec un pitch, elle va être sortie exactement. On a eu beaucoup des débats sur les pitchs justement. Là, on est sur un quick pitch, on n'est pas sur un toss. Mais ça reste qu'on est sur un jeu qui doit aller à l'extérieur. Le seul truc, c'est que tu vois le numéro 20, en fait, je pense que le numéro 20, il doit. Après, c'est encore une fois, je ne connais pas les règles de bloc, mais là, à ce moment-là, le gros bloc à faire, il est sur le corner. C'est ça, parce que c'est le corner qui ramène le jeu à l'intérieur. Et si, encore une fois, c'est pas le 25 qui fait un big play, c'est un jeu pour perdre. Donc c'est ça aussi qu'il faut. Ça reste un miss tackle et on en a parlé juste avant du pourquoi, du comment, mais ça reste que voilà. Il y a. Ça aurait pu aussi très très bien aller dans l'autre sens. Ouais. Il était en tout cas. Ouais, dis-moi. Il était en tout cas. Ah, il était au bon endroit. Ouais, Il était au bon endroit. Derrière, égal finish. Là-dessus, j'ai un jeu de l'attaque de Léopard. Ok. On est grand. Donc là-dessus. Alors, c'est pas un jeu spécialement intéressant. Ce que je trouve intéressant, c'était aussi montrer aussi le danger lorsqu'on laisse le quarterback être confortable. Parce que c'est ça qu'on peut parfois négliger, entre guillemets, pour devoir et revoir l'élite, c'est qu'on se rend pas compte, entre guillemets, du niveau des quarterbacks quand même. C'est qu'il faut oublier que si tu le laisses confortable dans sa poche, tu lui proposes pas des choses qui sont pour à réfléchir et compagnie, il va placer la balle là où il veut placer la balle. Donc là-dessus, c'est intéressant. Parce que l'erreur qui a été faite en termes de défense, c'est que si jamais, si je me trompe, là ils sont en cover 2. Donc les Blacks sont en cover 2. Le truc avec le cover 2, c'est qu'au niveau du corner, il faut absolument que je pousse le jeu vers l'intérieur. Et pas juste que je le laisse passer devant moi, mais vraiment que je le pousse à l'intérieur. Le truc avec ça aussi, en tant que safety, donc, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est que si j'ai une seule et unique menace verticale, il faut que je sois placé plus vite pour être prêt sur la menace. Parce que ce corner à la fin de la journée, sa responsabilité, elle est pas dans le fond. Elle est en dessous. J'accumule l'erreur de ne pas forcément vraiment bumper le receveur pour le forcer à vraiment reprendre, se rapprocher de la sideline, du H-mark quand il fait son tracé. Donc à ce moment-là, je ne mets pas de main sur lui. Donc moi je m'efface pour ouvrir la porte. Donc j'ouvre la porte, je m'efface
au lieu de le rediriger vers les hash marks. Et en plus, derrière, j'ai mon safety qui a pas lu assez vite la seule et unique menace en profondeur. Au lieu que le receveur soit ici, il aurait dû être ici, entre guillemets, plus entre les hash marks et les numéros, donc beaucoup plus dans cette zone-là. Et là, j'ai un jeu à faire. Là, j'ai ça, donc j'ai pas beaucoup plus de place. Mais là, comme je disais, quarterback est dans une poche où il a aucune menace, il est serein, qui a le bon De toute timing. façon, c'est ça, c'est un des gros. Comment dire? Quand tu rush 3 et que tu drop 8, normalement, tu sais, tu pars du principe que oui, ok, on va s'assurer qu'ils ne sortent pas de la poche en courant, donc on va juste mettre un minimum de pression. Mais derrière, tu te dis que tu as quand même 8 gars en coverage. Donc, normalement, cet espace-là, il ne devrait jamais être trouvé parce que tu as quand même quoi? Il y a que. Je ne veux juste pas te dire de bêtises. Le running back qui sort en check down après, mais à la fin de la journée, ça reste qu'il y a 4 contre 8, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, c'est... Et surtout, 48 ou en soi, ici, tout le monde est pris. Donc, c'est pas comme s'il y avait une menace en soi. Il y a une seule menace qui est actuellement deep, il n'y a qu'une seule menace. C'est celle-là. Il n'y a que lui qui est parti en fait. Les autres, on a un flat et 2 postes. Il n'y a que lui qui part en fade. C'est lui la seule en profondeur. Mais comme je dis encore une fois, comme tu disais, on rush 3, il faut s'assurer qu'on est capable de vraiment rusher 3. Là, on est capable de voir. Ce que je veux dire par vraiment rusher 3, c'est qu'à 3, on est capable d'être menaçant. Là, en réalité, celui qui doit faire le jeu là-dessus, c'est lui qui est en contre 1. C'est toi qui es en contre 1. Là, ils sont 4 contre 2. 5 contre 2 avec le running back. Donc, là, moi, ici en N, deux choses que je veux dire déjà dès le départ, c'est que il est gourmand sur l'extérieur, donc je le frise assez tôt. Pour le friser, j'ai différentes façons. Je peux soit fake en step inside, et ça menace avant de prendre l'extérieur si jamais le quarterback c'est une menace de course, ou si je sais que vraiment le quarterback, je suis un end athlétique, que je sais que le quarterback, je peux vraiment le projeter, vraiment être capable de le manger en termes de vitesse. Prends-le l'intérieur. Si on donne tout ça à l'intérieur, prends-le l'intérieur. Sincèrement, on le prend l'intérieur. Menace l'extérieur avec un speed rush et laisse-le lui jouer sur son extérieur et reprend l'intérieur dans son dos. Prends ce qu'on te donne, entre guillemets. Et ça, c'est instant. Et à ce moment-là, c'est pas ce temps-là dont j'ai besoin de mettre. En tout cas, quoi qu'il arrive, si c'est moi qui ai un contre 1, c'est ma responsabilité de vraiment d'être celui qui met la pression. Je peux pas finir le rush. Donc, partir. Snap, 1 milliard, 1 milliard 2, 1 milliard 3 et je peux arriver au quarterback. Dans un contrat, si je suis au 3e millet, je dois être avec son quarterback. Je dois être celui qui met ma main sur lui. Ou au moins qu'il me sente. Il faut qu'il sente ma présence dans son dos. Ou en tout cas autour de lui. Que j'altère d'une façon ou d'une autre son lancer. Voilà tout pour la défense. Yes, j'ajouterais juste, en tout cas, défensivement, après, je peux me tromper, mais je pense pas qu'on soit sur de la 2. Je pense qu'en tout cas, on est sur un look de 2. Je pense qu'on est plus sur de la 6, peut-être potentiellement de la 6. On est peut-être quelque chose de plus quarter, half. Effectivement, parce que, en fait, ce qu'on va. Après, ça dépend encore une fois, chacun peut appeler ça comme tu veux, mais voilà, ce que moi j'appelle ça couverture 6, c'est qu'on va avoir une couverture 4 d'un côté du terrain et de l'autre côté du terrain, on va avoir une couverture 2. Tu peux pas la dessiner? Ouais, je vais dessiner, je vais mettre un truc. Donc, si je reprends le terrain ici, d'accord, on va avoir donc nos deux safety on top, d'accord. La seule différence, c'est que bon, là, on l'a vu, la balle, elle est sur le H de droit. Alors, donc, on va mettre la balle ici. On voit un corner qui est low. Donc, de ce côté-là, avec le backer qui est ici, je n'arrive pas à voir son numéro, mais c'est ce joueur-là. Là. De ce côté-là, on va jouer de la couverture 2. D'accord? Boum, boum. Donc, le corner qui joue le flat. Là, effectivement, il n'y a personne dans le flat, donc le corner n'a pas besoin d'aller dans le flat. D'où le lancer qui est réalisé ici, dans cette fenêtre-là. Et ce qu'on appelle dans la couverture 2, il y a une faiblesse. Il y a deux faiblesses. C'est la moitié du terrain. D'accord? Parce que c'est l'espace entre les deux safeties ici qui va être la faiblesse de la couverture 2. Middle of the field open. Donc, contrairement tout à l'heure à la couverture 3 où le milieu du terrain est fermé. Middle of the field close. Là, la seule différence, c'est que ici, et le deuxième faiblesse, c'est les hole shots. Ce que nous, on va appeler les hole shots. C'est cet espace
le QB Léopard a très très bien trouvé. C'est cet espace entre le corner et le safety compte dans la couverture 2. Alors que si on regarde en bas du terrain, le joueur qui a le flat, c'est le nickel, c'est le 25, c'est pas le corner. Donc voilà, je vais laisser dérouler ici. Je vais laisser dérouler un peu ici. Mais si on regarde le 32, là ils sont en trips en face. C'est pas le 32 qui joue le flat. Et admettons, comme on pourrait avoir ce gars-là qui part dans le deep et ce gars-là qui joue curl, tu vois. Mais ce gars-là ici, moi, me montre que c'est lui qui joue curl to flat. Ce gars-là drop dans le deep, ce gars-là drop dans le deep, et ce gars-là vient ici dans le hook. Et pardon, dans le curl. Et regardez ce qui se passe. Si on regarde au niveau du snap, on voit que après peut-être ça peut être un bust, ça peut être tellement de choses. Mais quand je regarde ici, c'est ça. En fait, c'est ça qui est bizarre. Donc ça veut dire qu'ils auraient quoi? Ils auraient deux joueurs tu vois. Est-ce que c'est un bust? Parce que si tu regardes, celui qui rattaque, c'est ici. Tu vois, je sais pas, c'est tricky. Je pense qu'il s'est arrêté de jouer. Tu penses? J'ai l'impression qu'il s'est arrêté de jouer le 26. Alors à ce moment-là, c'est quoi? C'est quoi? Ça veut dire qu'on a match le 25 en man-to-man avec le 10? Ou alors que le 10 a le hook to curl? C'est ça où Peut-être qu'il voulait jouer la match au final. Peut-être qu'il voulait jouer match, un match coverage, ouais. Ouais, parce que en fait, c'est surtout l'attitude de ces deux backers là qui ouvre. Tu vois? Mais je pense que justement, le backer intérieur, il lit qui vient à l'intérieur parce qu'en match, lui, il a tout ce qui vient vers lui. Tout ce qui vient vers lui est pour lui. Et je pense que le 32 devrait avoir tout ce qui vient vers lui. Et je pense que justement, le 26, c'est pour ça que le 32 hésite. Parce que je pense que là, le 26 devrait prendre la profondeur. En tout cas, c'est un point intéressant. Après, on n'a pas toute la vision du play. J'aurais bien aimé avoir un truc full field là-dessus. Mais est-ce que c'est un bust? Est-ce que c'est sur un jeu, c'est dur de parce que entre les joueurs qui jouent à pleine balle et les joueurs qui jouent pas, c'est compliqué de savoir qui. Et puis là, t'es en 3 et l'infini, comme on disait tout à l'heure, tu vois. Donc, tu vas toujours avoir une réaction un petit peu plus passive. Et puis de toute façon, quoi de plus passif que rush 3 et drop 8, tu vois. T'es en full nickel. Prendre un jeu comme ça en 3 et infini, c'est compliqué. Autant plus compliqué. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux pas prendre, tu vois. C'est littéralement le tracé, dans tous les tracés qu'il y avait, c'était le. Après, voilà, après, encore une fois, props au QB, il a vu too high. Il a vu too high safeties, il a vu un low corner, il a vu un backer ici proche de la box. Si ton gars ici court vertical, let's go, donne-lui. Hein. Mais tu vois, je vais aller même au-delà de ça. J'aime beaucoup ce qu'a fait le QB parce que c'est un petit truc, les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Mais regarde comment il a reset le split de son receveur. Non, ok. Vas-y, rapproche-toi. Voilà. Ce petit truc-là, hein, c'est pas grand-chose. Mais ça fait que derrière, la balle, elle est complétée. Parce que plus tu sais qu'il va outside release, plus tu es déjà là, plus lui, il va te jammer vers la sideline. Et ça, parce que tu sais pas ce qu'il va jouer le corner. Tu sais pas s'il va bail. Mais là, il a l'air quand même d'être proche de sa gueule, tu vois. Et puis, il regarde le QB. Donc, à partir de là, de toute façon, le QB, il avait les yeux tout le long sur son gars. Mais il a su qu'à la seconde où ce gars-là, il avait dépassé. Et en plus, hein, il a inside release. Il n'a même pas été à l'extérieur. Il a pris le easy way in, tu vois. Il a dit, ok, il me laisse l'intérieur. Vas-y, je prends l'intérieur. Et derrière, ce qu'il a super bien fait, c'est qu'il a restack. Il a restack le corner. Dans ce que tu as dit, il y a un truc important, c'est que tu as dit, il me laisse l'intérieur. Et c'est ça notre truc, c'est que quand on est sur une cover 2, il faut absolument rediriger le plus possible vers le hash mark pour être une safety. Parce que en soi, moi, en tant que corner, j'ai aucun risque. Ma responsabilité, elle est en dessous. Toute mon aide, au-dessus de mon aide, tant que le tracé se rapproche du hash mark, au-dessus, il n'y a rien qui est dangereux pour moi. Là où ça devient dangereux pour la cover 2, si justement je laisse le battre, je me laisse me faire battre juste derrière moi. Et puis, regarde les yeux du corner. Regarde, à ce moment-là, si je me pose ici, regarde les yeux du corner. On va pas le. Je peux te revenir en demi-seconde. Regarde, le QB, le corner regarde le QB. Hein. Ton gars, il est parti. Tu le sais qu'il n'y a personne à couvrir ici. Il n'y a personne. Continue, vas-y, continue. Et puis au pire, il y a le 45 qui est en dessous.
pour le check down du running back. Et ça va le faire. Exactement. Et Mais surtout, intéressant. pendant la situation, on est en troisième et l'infini, Mhm. il faut prioriser les menaces. Le check down du running back, c'est ce qu'on veut. Ouais, Lance c'est le ça. check down. Il y a 8 derrière, à moins qu'il break 5 plaqués, là, ça va le faire. C'est ça. Mais ouais, non, c'était un jeu intéressant en tout cas. Un jeu assez intéressant. Ouais. Next, il nous Ouais, reste monsieur. quoi? 2 clips? Ouais. Ours contre Nice. Course Nice. Là, une déformation des ours. Et donc là, si on a cube équipe, la chose que je trouve intéressant, c'est bon déjà au niveau défensif, encore une fois. Regarde, encore une fois. Le souci, oui, encore une fois. Si lui part, il faut que je squeeze. Il faut que je squeeze et que mes deux soient à l'intérieur. Je peux pas. Si lui va vers là-bas, il faut que je sois collé à lui. D'autant plus quand j'ai un joueur qui vient de l'extérieur. Parce que là, nous deux, on fait un joueur. C'est-à-dire on joue à 10 contre 11. La deuxième chose qui est intéressante, pardon, c'est que si par mégarde, parce que là c'est bon, lui il fait semblant de porter le ballon, on a un joueur qui vient en décrochement, qui simule, là il faut le traverser. On peut pas s'éliminer et le laisser passer. En soi, bon, laisser passer. Le pire truc qui peut arriver, c'est qu'on le laisse passer, que lui ait le ballon et qu'il s'avance. En tant que lui, c'est pour les bloqueurs. Parce qu'en réalité, dans ce jeu-là, selon moi, après, on va te dire, le jeu à faire, ça aurait été donner la balle à celui-là, à ce joueur-là, qui aurait pu faire entre guillemets le jeu par la suite. Ce joueur-là, donc le running back, pour moi était celui qui était l'option. Il aurait pu vraiment donner un gros jeu là-dessus. De l'autre côté, bon, on gagne tout de même 4 yards. Ça va encore sur une grosse QB. Mais je pense que c'était moins ouvert que ce qu'il aurait pu avoir dû en grosse partie à la mauvaise technique utilisée en bout de ligne. Et voilà. Yes. En fait, là, le truc, c'est que je saurais pas dire si on est en 3e ou si on est en 2e et 6. Et là, effectivement, ce qui va faire la différence, ça va être. Pourquoi je disais ça? Parce que ça me faisait penser, en donnant la balle à ce running back là, ça me faisait penser à ce que les Mavs avaient été capables de faire, dont on parlait tout à l'heure. En fait, là, déjà, tu vois que la défense Dauphin a plutôt bien match. Ils ont plutôt bien match les numbers dans la boîte. Hein. Si tu regardes, boum, boum, bam, bam. Tu vois, on est plutôt bien compact. Et tu as en plus de l'aide ici de ces deux gars-là si quelque chose arrive dans la boîte. Donc là, déjà, en termes de numbers, on est pas mal. Maintenant, si je vois ce que je dois être capable, moi, de voir, c'est ça. C'est cette pression à l'extérieur de ce joueur-là. Mais ce que le QB voit aussi, et c'est là où c'est un petit peu plus difficile, je pense, c'est ça. C'est qu'il voit ce joueur-là. Donc, en vrai, hein, je pense qu'on est plus sur un QB. J'ai envie de dire qu'on est sur un design draw, tu vois. En fait, là, on est pour le coup sur un design draw play. Parce que si tu regardes, la O-line, déjà, moi, m'indique qu'ils vont pousser vertical. Déjà, tu vois, ils poussent tous vertical, ils vont de l'avant. Potentiellement, mais encore une fois, à prendre avec des pincettes. Un slant ici. Mais vraiment, là, je peux pas. Pourquoi? Parce que le QB le regarde. On a dit tout à l'heure, if you look in, you book in. Et il y a quelque chose qui se passe ici. Mais là, il se dit, il a vu, et très bien réagi, il a vu ce joueur-là. Bien planté. Là, il a vu ce joueur-là dans la fenêtre. Donc même si c'est un RPO, pour l'instant, tout est bon. Hein, les O-line ne sont pas à 3 yards. Lui, par contre, il est un peu haut. Je dit, là, on est soit sur un RPO avec un slant backside, soit on est sur un design draw play. Et là, pour le coup, parce que je t'ai dit, il n'y a aucun running back qui fait action de jeu. Dans le sens où, tu vois, lui, il fait une grande feinte derrière. Et plus c'est gros, plus ça passe. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Tu vois, il a déjà ouvert ses mains. Le QB, il n'a pas encore la balle dans les mains, tu vois.
Il ouvre comme s'il allait faire une giga poche, tu vois. Sauf qu'il n'y est pas encore. Donc je Ok, pense en qu'on fait, est. en Je fait, t'ai c'était dit, même pas une option. ouais, C'était même. En fait, je pense que d'accord. c'était même pas dans l'option du jeu de C'était base. voilà, plus une play action et on zip. On zip C'est si on ça, peut c'est ça, et on court sinon. Ok. c'est ça. Mais je pense que là, c'est plus Ok. un jeu d'instinct du QB et de se dire, ok, shit, là, Hmm. c'est pas finalement la seule option que j'avais potentiellement sur ce tracé-là, bah, elle est plus dispo, tu vois. Et il fait un gros jeu parce qu'il va quoi? Il va chercher Ouais. 5 yards, 6 yards sur un fucked up play. Donc, non, il faut le. Après, à noter, en tant que si je suis l'équipe en face, Ouais. jamais j'accepte qu'un line monte aussi haut et que ça puisse finir sur un jeu de passe. Parce Ouais. que Puis là, défensivement, ils ont quand même envoyé le fuego quand ouais, même. donc, T'as double edge pressure qui arrive depuis le rideau des linebackers. Ils ont tout lockdown sur la même ligne ici. parce que c'est vrai que tu dit là, le receveur On est en regarde deuxième et vraiment. 5, je suis fou. On est en deuxième et 5 et le dernier distance qui est dingue. Là où t'as raison, le receveur regarde vraiment le QB comme si c'était une poche. C'est ça en fait. Tu vois, et puis tu vois que le QB le regarde aussi. Hein. Si tu regardes à ce moment-là, tu sais, tu te dis ok, ici là. Oh merde. C'est cuit. Non, c'est ça aussi qui est intéressant dans les attitudes, mais ça reste encore une fois un beau jeu, un beau jeu d'anticipation et de réaction de la part du QB, tu vois. Et puis d'y aller, de se dire ok, c'est une deuxième et 5, allez, je vais chercher 4 yards et demi, parce que si tu regardes à peu près le placement de l'arbitre ici, il reste quasiment rien à aller chercher. Et puis de jouer une troisième ici, dans cette partie-là du terrain, tu sais que tu as potentiellement 2 downs derrière à jouer, donc ça reste un gros jeu qui fait avancer le game. Donc voilà pour l'analyse. En tout cas, yes, c'était un bon épisode ça. Épisode 4. Prochain épisode 5, on aura un guest. On va pas le reveal maintenant. On vous l'annoncera sur les réseaux prochainement. Et puis on continue ensuite le championnat, l'analyse du championnat et le week, au moment où on enregistre, je crois que ce sera le week 5 du championnat élite, avec encore une fois des matchs intéressants à analyser. Donc merci à vous, merci à nous, merci De rien à moi. de rien à toi, merci à nous, force à nous pour la suite, force à vous pour le reste de la saison. Les blessés, soignez-vous, les coachs, faites du tape. Donnez-nous du beau jeu. Force à tout le monde. Peace. And love. Pas sur moi.